Une image qui nous provient de Butler en Pennsylvanie aux États-Unis, bien entendu, où Donald Trump vient d'arriver. Voilà, complètement autre chose. Il était très attendu, Donald Trump, parce que oui, en effet, là, il est de retour sur le lieu où il a été visé le 13 juillet dernier par justement cette tentative d'assassinat. Il avait eu, on s'en souvient, l'oreille frôlée, ensanglantée, avec cette photo bien sûr devant ce grand drapeau américain où il avait été littéralement considéré par ses sympathisants comme un martyr de cette campagne. Aujourd'hui, le revoilà sur cette estrade, justement dans cette ville de Butler. C'était, on l'a dit, extrêmement important pour lui de revenir parce qu'en fait, tout cela, c'est du symbole. On n'a pas réussi à m'abattre et je reviens. Non, il joue vraiment enfin vraiment, on avait dit Phénix, il renaît, il y a ce côté miraculé, il y a ce côté symbolique, même religieux, ce côté Messie sur lequel il joue, ça joue bien avec son public qui est en partie, en tout cas, des évangéliques chrétiens. Donc, il joue ce symbolique, il le sait. Enfin, on se souvient quand même quand il a été touché à l'oreille, le poing levé, oui. Il s'est arrêté, il a arrêté sa sécurité pour quand même lever le poing, alors que normalement, on aurait dû l'évacuer tout de suite. Donc, il aime ce genre de choses. C'est quand même un showman avant tout. La preuve, il le fait, là, encore une fois, il est sur scène et il a pris le temps, bien sûr, de saluer tout le monde, mais c'est pas dans n'importe quelle condition de sécurité. C'est-à-dire que là, il parle derrière une vitre blindée. N'oubliez pas que c'est quand même, il a eu 2 attentats contre sa vie, que le Secret Service est remis en cause énormément, qu'il y a la directrice qui a dû démissionner, qui a un certain nombre de problèmes en interne, qu'ils ont prévenu qu'il ne fallait pas faire des grands événements à l'extérieur. Bon, il n'écoute personne, soit, mais il y a des conditions maintenant d'accueil. Là, il a quand même écouté, j'imagine. Hein non, parce qu'il est à l'extérieur. Donc, je pense que le Secret Service doit être en PLS. Furieux. Mais très clairement, ils ont trouvé des moyens de maximiser la sécurité tout en lui laissant faire campagne, parce que c'est quand même la liberté d'expression. D'autant qu'il n'est pas seul. Il est accompagné d'ailleurs de son possible vice-président et également de l'homme le plus riche du monde, Elon Musk. Mais il y a aussi une autre polémique. Parallèlement à ça, il y a aussi les propos de Joe Biden qui a déclaré qu'il était un petit peu inquiet concernant cette prochaine élection parce qu'il craint que justement dans le camp de Donald Trump, tout ne se passe pas de manière très paisible et très pacifique. Écoutez. Je suis convaincu que l'élection présidentielle sera libre et équitable. Je ne sais pas si elle sera pacifique. Les choses que Trump a dites et celles qu'il a dites la dernière fois lorsqu'il n'aimait pas le résultat de l'élection étaient très dangereuses. L'avez-vous remarqué ? J'ai remarqué que le candidat républicain à la vice-présidence n'a pas dit qu'il accepterait le résultat de l'élection. Ils n'ont même pas accepté le résultat de la dernière élection. Donc je suis inquiet de ce qu'ils vont faire. C'est quand même fort de dire ça, hein ? Il ne faut pas oublier que dans le débat vice-présidentiel, quand ils ont demandé à J.D. Vance sur le dernière élection, il n'a toujours pas reconnu plus ou moins que Trump avait perdu. Il y a cette vraie inquiétude aux États-Unis que beaucoup d'experts soulignent, c'est que ça peut encore comme si on était dans le même état de tension qu'avaient été les résultats des dernières élections. Pire, comme s'il ne s'était pas passé 5 ans finalement. Oui. C'est ça. Non, mais ça peut effectivement être pire cette fois-ci. Les partisans de Trump risquent, s'ils ne gagnent pas, de réagir de manière extrêmement violente. Et certains ont peur même carrément d'une guerre civile. Ce soir, clairement, ils sont à Butler, en Pennsylvanie, et ils ne sont pas les seuls. Il y a aussi notre envoyé spécial Axel Meunier. Bonsoir Axel. Alors vous suivez, du coup, vous allez suivre ce meeting pour nous. On le disait justement, dans quel état d'esprit se trouvent aujourd'hui les militants, ces sympathisants? Est-ce qu'ils sont, j'allais dire, chauffés à blanc? Est-ce qu'on voit que qu'il y a une ambiance survoltée? Joe Biden ont pu un petit peu échauffer les esprits? Alors, je ne suis pas sûr qu'ils aient entendu les propos de Joe Biden, mais ils n'avaient pas besoin de ça pour être chauffés à blanc. Le seul fait pour la plupart, parce que ceux avec qui nous avons parlé étaient déjà présents en juillet lors de la première tentative d'assassinat, lors de ce premier meeting ici à Butler en Pennsylvanie. Donc oui, ils sont très impatients. Donald Trump, qui a priori vient d'arriver sur site, puisqu'on voit au loin son convoi. Il y a eu beaucoup d'attentes ici parce qu'on est sur une zone ultra sécurisée. Cette petite ville de 13 000 habitants au cœur de la Pennsylvanie rurale et conservatrice est un peu sous cloche. Les routes sont barrées. Et pour accéder au meeting, vous savez, j'en ai couvert énormément depuis 2016. C'est la première fois que
voit autant de sécurisation autour d'un site, il a fallu passer comme à l'aéroport des détecteurs de métaux, laisser tous les objets, quasiment tous les objets étaient interdits. Il y a un nombre de forces de l'ordre déployées ici autour de ce site ahurissant, des hélicoptères, des drones qui en permanence surveillent le site. Il y a vraiment énormément de sécurisation et tout le monde nous dit qu'ils se sentent d'ailleurs en sécurité aujourd'hui. Et effectivement, il y a aussi beaucoup d'attentes parce qu'ils attendent de voir celui qu'ils n'ont pas revu depuis le mois de juillet, qui a subi une autre tentative d'assassinat depuis. Et beaucoup. Axel Monnier, je suis navré, on va devoir couper la communication parce que la qualité du réseau est trop mauvaise. On imagine avec tout le monde qui est autour de vous que tout le monde utilise son téléphone et c'est ce qui s'assure, je pense, ce soir. Voilà, on voit que la foule est massée, que c'est effectivement absolument le même endroit qu'en juillet dernier. Sachez d'ailleurs que même des membres de la famille de l'homme qui a été tué, parce que c'est lui, vous vous souvenez, qui a pris cette balle qui était destinée à Donald Trump, même les membres de la famille de ce citoyen américain sont là, ont décidé de venir et de participer, ce qui montre quand même que le retour de Donald Trump dans cet endroit, politiquement, est important et il veut montrer sa résilience, le fait qu'il est plus fort que tout le monde et qu'il est justement un survivant. Et avec en plus ce même décor, avec ce grand drapeau américain qui était le même, je crois, en termes de taille, que celui devant lequel il a été tant photographié avec son oreille ensanglanté. On revient quand même à des symboles un peu comme une secte. Enfin, j'entends ça beaucoup. Ça, ouais. Pour moi, il y a ce symbolisme, il y a ce personnage très charismatique. Si vous assistez à certaines de leurs meetings, on a cette impression-là, une sorte de ferveur semi-religieux, avec une sorte de messie qui est Donald Trump. Après, clairement, il a une base qui le suit. Même ceux qui sont la famille de celui qui a été tué, ce pauvre homme qui a été dans le public. C'était un sympathisant. Qui était un sympathisant. Tout le public était des sympathisants, Guillaume. Je pense que c'était vraiment... Il n'y en avait pas qui n'étaient pas sympathisants. C'est vrai, beaucoup d'ennemis en effet ce soir. Aurélien Duchesne. Et d'ailleurs, ce personnage de Corey Stampino, donc le pompier qui a été tué, il s'inscrit aussi dans d'autres choses. C'est que dans le Trumpisme, il faut survivre à Trump et il faut créer d'autres héros que Trump. Et ce Corey Stampino, on peut le comparer, vous savez, au tout début de la Révolution américaine, vous aviez Crispus Attucks, qui a été surnommé The First to Defy and the First to Die. C'était le premier martyr. Vous reverrez cet accent anglais, par contre. Bon, ça c'est... Mon histoire, moi, en anglais, mais c'était un des premiers martyrs, et le Trumpisme a besoin de créer des martyrs, des personnages au-delà de Trump, car on a souvent reproché ce côté sectaire, comme vous le dites très bien. À la convention du Parti républicain, il y avait des gens qui avaient un pansement à la même oreille que celle où Trump avait été visé. Tout devient symbole. Il y a ce côté de secte du temple solaire dans le Trumpisme, et justement le fait de montrer ça, c'est aussi une manière de dire, dans l'idée de prolonger la haine, de dire que c'est un martyr, ce Corey Stampino, des démocrates, de dire que c'est un martyr de la gauche. C'est aussi ça qu'ils appuient sur les réseaux sociaux, et c'est ça qui renverse l'atmosphère de guerre civile. Quand vous montriez Biden qui dit que cette élection pourrait ne pas être pacifique, c'est aussi ça le danger, c'est que faire des martyrs du Trumpisme, c'est aussi de la haine contre les démocrates. Oui, et également pour parler du contexte international et de la possibilité, bien sûr, à laquelle personne ne veut croire, d'un engagement éventuel des États-Unis dans la guerre aux côtés d'Israël. Eh bien, en tout cas, ça serait une catastrophe pour Joe Biden et donc pour Kamala Harris. Et on peut dire, à contrario, que ça pourrait être au contraire du pain béni pour Donald Trump. Alors, il y a deux aspects. Pour Biden aujourd'hui, le problème, c'est qu'il a promis beaucoup de choses au Moyen-Orient, notamment. Qu'il n'a pas tenu. Donc je pense que ça, déjà, il y a des points en moins pour ces accords sur les otages, notamment. On rappelle quand même qu'il a promis et qu'il y avait à la convention, il y avait les parents de Hersh Goldberg Pauline, un des otages, qui a été retrouvé donc mort, tué au Gaza une semaine ou quelques jours plus tard. Donc déjà, ça c'est une chose qui est à charge pour Biden que Trump peut utiliser. Par ailleurs, s'il s'engage à côté d'Israël, ça moins problématique peut-être, mais ça va dépendre comment. Et on voit quand même qu'il prend un peu de recul tout en laissant l'armée coordonnée avec les Israéliens en fait.
Mais attention, parce que justement, on a vu que dans les sondages, tout le monde était les deux candidats au coude à coude, donc la moindre polémique peut faire balancer l'opinion. Et justement, je repense quand même à ce qui est le sujet principal de notre émission ce soir, c'est-à-dire la guerre potentielle élargie au Moyen-Orient. Et on peut se poser la question si Donald Trump serait, lui, d'accord pour mener des guerres, la guerre d'Israël. Oui, mais alors... Moi, je suis un observateur, je dirais, attentif, mais pas un spécialiste du monde américain, mais il me semble que les élections américaines ne se passent pas trop sur l'international, mais beaucoup plus sur la politique intérieure. Mais pour rechercher une polémique. Oui, alors la polémique, mais alors ce qu'on risque, c'est ce qui est passé à l'époque de Bush, où on recomptait en Floride les bulletins et qu'on comptait les trous, là, des machines à trous, etc. Ah oui, et qu'au bout d'un moment, c'est la Cour suprême qui a décidé le vainqueur de manière pratiquement arbitraire et qui a désigné M. Bush contre M. Clinton. Alors, cette question des votes américains, effectivement, ils votent beaucoup sur l'économie, sur des questions intérieures. Néanmoins, la question israélienne, et si on le regarde, les deux conventions avaient des parents d'otages, avaient des prières pour les otages. Il y a un fort attachement aux Américains, même à gauche, à Israël et à la sécurité d'Israël. Donc, c'est un enjeu qui peut être utilisé par Trump, même si ce n'est pas la principale priorité des Américains. On verra s'il en parle ce soir. Et puis, il y a aussi, effectivement, il y a aussi la gauche américaine, démocrate, qui est plutôt favorable aux Palestiniens. Donc, oui, ils sont minoritaires quand même à la Convention, ils étaient minoritaires. Avant de refermer ce chapitre avec toujours ces images en direct de Butler en Pennsylvanie, où effectivement énormément de monde s'amasse avant l'arrivée de Donald Trump, qui, je crois, est dans les parages, on a quand même, Sylvie Hermann, besoin de noter que Kamala Harris, si je ne m'abuse, ce soir, elle sera en Caroline du Nord, parce qu'elle va voir ceux qui ont été frappés par un ouragan récemment, un ouragan qui a fait plus de 200 morts. On voit que les priorités ne sont pas exactement les mêmes, en termes de communication notamment. Oui, bien sûr, et c'est important de montrer de la compassion quand il y a eu des catastrophes naturelles, et on avait reproché à Trump, je ne sais plus où c'était à l'époque, justement d'être resté totalement indifférent. Et ça, où ça vous dites Porto Rico, d'être resté de marbre devant la catastrophe. Totalement. Même sa femme avait un t-shirt qui était absolument inapproprié pour l'occasion. Donc oui. Genre I don't care. Oui, c'était ça à peu près.